Bonjour Laurent Mauvigné, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, bonjour à vous, merci d'être là pour cette rencontre du festival Mot pour Mot. Pour commencer, avant de vous présenter, avant de parler, d'entamer cette conversation, je voudrais revenir, Laurent, sur cette petite réaction que vous avez donnée à la demande du festival pour le programme autour autour des retrouvailles avec vos lecteurs, des retrouvailles physiques, en présentiel avec vos lecteurs, où vous vous confiez à une sorte de sensation d'inachevé par rapport à la sortie de votre dernier roman, qui est donc sorti à la rentrée littéraire dernière en septembre donc 2020. Une sortie voilà, qui vous a à la fois satisfait en termes de vente, de réception critique, mais qui vous a laissé un goût d'inachevé, disiez-vous, parce que voilà, ces rencontres avec le public qui font partie de la vie d'un livre, elles n'avaient pas eu lieu. Oui, alors déjà bonjour à tout le monde. Ça fait du bien, c'est incroyable de voir des gens en fait. C'est bien, c'est bien. Non, c'était très curieux parce que c'est vrai qu'en général, quand on sort des livres, on fait des tournées en librairie, etc. Il y a toujours le moment où on se dit non, la prochaine fois, je ferai pas de librairie, j'en ai marre de voir des gens, etc. Et là, je m'étais dit ça. Et puis, j'ai été satisfait au-delà de mes attentes. Et j'ai tellement vu personne que c'est vrai que c'était, du coup, à la fin, c'était vraiment une sorte d'impression, oui, d'inachevé, je ne sais pas comment dire autrement, d'impression que... alors, j'étais effectivement satisfait, le livre se vendait bien, tout se passait très bien, etc. Mais vous savez que c'est un peu comme quand on vous dit vous allez faire une rencontre, mais les gens seront pas là. Mais par contre, il y a beaucoup de vues sur Internet. Vous savez, mais des vues, c'est pas des gens, quoi. Enfin, et donc c'est vrai que c'était étrange. C'est comme quand on vous parle des ventes. D'ailleurs, votre livre se vend bien, d'accord. Mais enfin, c'est pas la même chose que de voir un lecteur comme ça ou une lectrice qui vient vous dire. J'ai aimé ça, j'ai pas aimé ça, enfin peu importe, d'une certaine manière, mais voilà, se dire qu'il y a, comme il y a des auteurs derrière les livres, il y a aussi de l'autre côté, pour nous, des lecteurs, et c'est vrai que ce rapport-là, il est important, et là, je l'ai vraiment mesuré pleinement, et c'était assez étrange en fait, ouais, il y a quelque chose d'un peu sensation de vide et donc de manque. Ouais. On va peut-être la compenser un peu, puisque vous aurez l'occasion de poser des questions au terme d'un premier temps de conversation avec Laurent Mauvigné, et vous allez signer évidemment après cette rencontre. Je n'ai pas compté combien de romans vous avez écrit, mais en tout cas ça fait plus de 20 ans que vous écrivez. Des livres, on va peut-être être amené à avoir la chance d'être amené à évoquer aussi votre parcours. On va parler d'Histoire de la nuit, ce dernier roman, pour combler un peu cet inachèvement et l'inscrire peut-être plus dans le temps de votre parcours d'écrivain, itinéraire d'écrivain, je ne sais pas quel est le mot qui conviendrait. Ça a commencé pas votre lien avec l'écriture n'a pas commencé en 1999, mais nous, on vous connaît depuis 1999 et la parution de votre premier roman, Loin d'eux. Un certain nombre ont suivi, Apprendre à finir, Dans la foule, Des hommes, ce que j'appelle oubli. D'autres encore, voilà, c'est ça. J'avais un doute sur ma liaison. Et j'aimerais bien effectivement qu'on parle aussi de ce parcours qui me semble pouvoir être un déploiement. Il y a quelque chose qui s'est déployé, je trouve, pour vous lire depuis 20 ans. Mais on va commencer par Histoire de la nuit. Et peut-être cette citation que j'extrais de ce livre d'entretien qui est paru entre-temps, un très beau livre que je vous recommande si vous aimez le travail de Laurent Mauvigné, qui s'appelle Les motifs de Laurent Mauvigné aux éditions Diagonale, qui est un très long entretien très long entretien, qui se lit tout seul, mais qui voilà un entretien copieux sur 200 pages où vous parlez de votre travail et de votre itinéraire, et où vous dites j'essaye d'écrire des histoires vraies qui n'ont pas besoin d'avoir été vécues, car la vérité importe plus que le vécu. Et il m'a semblé que c'était quelque chose qui pouvait parler de tous vos livres, ce rapport un peu à la vérité.
Vous commencez fort là, c'est Ouais. une question. La vérité, paf. On ne sait pas ce que c'est déjà la vérité. Il faut quand même être. C'est une sensation qu'on peut retrouver parfois, je pense, en lisant, mais et bien entendu en écrivant. Vous savez, c'était après mon premier roman, après Loin d'eux, j'avais reçu une lettre et un manuscrit d'une dame qui me parlait de la mort de son fils. Et sa lettre était totalement bouleversante. Et ce qui m'avait surpris, mais incroyablement, c'était que le manuscrit qui accompagnait cette lettre ne l'était pas du tout. Elle racontait quelque chose qu'elle avait vécu extrêmement douloureusement. Et pourtant, on ne vivait pas l'expérience de ce dont elle parlait. Alors que dans la lettre, si. Et ça, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours à la fois fasciné et troublé, que parfois certains livres arrivent à nous donner une sensation d'approcher quelque chose de vrai, ou humainement, et cette chose, elle n'est pas nécessairement liée à une question du vécu, où elle touche quelque chose. Alors bon, Claude Simon disait que l'émotion était un effet esthétique et que tout ça c'était une question d'agencement. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux ça, mais je crois quand même que par l'écriture, il peut se passer des choses comme ça qui sont des espèces de traversées de sensations, qui touchent à. Oui, je sais. Je suis un peu désolé dans cet entretien d'avoir parlé comme ça de ce mot de vérité qui me paraît beaucoup trop gros pour moi, qui me paraît trop lourd, trop. Solennel Ouais, solennel. C'est un peu pesant tout ça, quoi. Dit comme ça, impression, attention là, mais en même temps, j'en vois pas vraiment d'autres en fait. Comme j'aimerais bien, il faudrait enlever toutes les majuscules. On sent tout de suite la vérité qui vient, tout de suite, ça sent le marbre et voir le sapin, quoi. Donc, on aimerait quelque chose de plus humble, mais parce que c'est une expérience plus humble en même temps aussi. Mais c'est quand même de l'ordre d'un sentiment de vérité. Alors, c'est très curieux parfois d'avoir cette sensation par exemple, moi en écrivant, il m'arrive souvent d'avoir la sensation avec les personnages, parce que je passe beaucoup de temps avec eux, de rencontrer quelqu'un. Je me dis qu'à la fin de ma vie, très probablement, j'aurais tendance, je pense, à confondre des gens que j'ai rencontrés il y a longtemps avec des personnages, par exemple, avec des personnages avec qui j'ai passé du temps. Voilà, ces choses-là, elles vivent ensemble, donc. C'est compliqué de parler de ça, parce que c'est à la fois très intime et en même temps ça concerne tout le monde. Est-ce que la vérité, c'est un rapport avec c'est un rapport avec la justesse, en fait? Oui, sans doute plus la justesse que la justice. Non, mais c'est vrai qu'on est toujours. Pas. Non, mais c'est intéressant qu'on hésite sur ces deux à chaque fois, parce qu'effectivement, c'est peut-être pas par hasard si les deux mots se ressemblent, en tout cas à l'oreille. Et pour moi, s'il n'y a pas cette justesse, c'est-à-dire que vous voyez, quand on dit qu'il faut être juste, voilà, c'est vraiment dans les deux sens. C'est quelque chose, mais dans le travail, par exemple, ça c'est quelque chose qu'on est toujours en train sur lequel on revient tout le temps. On ne sait pas si c'est une question formelle. Vous savez, souvent, alors c'est vrai, les vieilles questions du fond, de la forme et tout ça, quoi. Mais quand vous êtes en train de travailler, vous voyez bien. En tout cas, moi, je sais que je ne sais pas si c'est moi qui travaille. En tout cas, ça me travaille beaucoup de me dire. Que ma forme n'est pas à la plénitude de sa vérité, et qu'il faut toujours. Je me dis, je ne sais pas si je veux parler par exemple de la jalousie d'un personnage vis-à-vis d'un autre, comment il va le regarder, je vais écrire quelque chose, puis je vais tourner autour de ça et je vais dire, est-ce que c'est, vous voyez, est-ce que c'est juste aussi bien dans la forme? Est-ce que
Puis parfois, vous savez, d'un seul coup, vous essayez de revenir avec vous-même. À d'autres moments, vous allez vous promener, vous allez faire complètement autre chose, et puis vous essayez de retrouver ces petits moments que vous avez connus, vous, pour le coup, dans votre vécu. Et là, pour le coup, le vécu peut aussi servir. Ou de ce que vous avez pu voir, ou de ce que vous avez pu entendre. Puis vous dites, non, c'est un gouffre, c'est un truc qui souffle sous les pieds, c'est bien pire que ça. Et en fait, quand on est en train d'écrire, on est toujours poli. En fait, on est toujours trop poli. Alors, comme ça, c'est joli, tout ça. Et il faut toujours revenir comme ça, se dire non, 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 c'est plus simple, plus cru, plus dur. Et en même temps, ça doit trouver une forme à la fois plus précise et plus ouverte. Alors c'est toujours, c'est pour ça qu'il faut revenir. Et donc c'est vrai que c'est cette question, pour rendre justice, il faut trouver la justesse. Et donc et on sait que le passage, il va être très juste aussi dans le sens d'étroit. Donc on doit naviguer à travers tout ça. C'est le temps en fait qui peut nous aider. Vous savez, un auteur, c'est aussi pour ça que c'est bien quand il y a des gens en vrai quand même, c'est que sur un livre, on passe 2-3 ans, parfois plus, parfois moins, mais tellement seul avec ça, c'est tellement obsessionnel, il faut toujours tellement revenir sur ce qu'on a fait. En tout cas, moi, j'ai besoin d'y revenir beaucoup. Il y a des gens qui trouvent tout de suite, moi je ne trouve pas tout de suite, donc j'ai besoin de repasser à chaque fois par là où j'ai essayé de commencer à travailler, à tramer quelque chose, et pour que ça puisse prendre une forme, et une forme de vérité, on me pardonnera ça, de dire encore ce mot, il faut revenir plusieurs fois, et il y a un moment où on sent que quelque chose sonne juste, parce qu'on le sent, il y a une vibration particulière, il y a un moment, puis peut-être simplement on se dit, moi je sais que le moment je ne peux pas aller plus loin. Mais c'est des choses qui sont totalement empirique en même temps. Personne n'est là pour vous dire si vous avez touché juste ou pas. C'est juste que ce moment-là, je ne peux pas aller plus loin, ou je ne peux pas descendre plus bas. C'est intime, ouais, c'est comme ça. Alors c'est pour ça que aussi moi je suis tout le temps surpris. J'avais commencé à écrire bien avant mon premier roman, et le premier roman publié. Je suis toujours surpris quand à un moment je me dis que cette forme qui pour moi à un moment correspond à quelque chose que je pense être sonné juste, je trouve ça incroyable que d'autres l'entendent, que ça sonne juste pour d'autres en fait. Pas pour tout le monde, mais il y a des gens qui sont à un moment sur la même longueur d'onde, j'allais dire, c'est presque perçoivent la même vibration en fait. Donc moi ça c'est quelque chose qui me touche beaucoup, et dont j'allais dire d'une certaine manière dont je suis toujours pas remis, quoi. Vous voyez. Quand vous parliez de travailler, revenir jusqu'à ce que ça semble juste dans votre longueur d'onde, je pensais aussi à pareil dans ce livre d'entretien, ces notions à la fois de maîtrise. Quand on écrit, on maîtrise, et en même temps vous dites qu'à un moment donné il faut aussi lâcher prise, lâcher l'affaire, quoi. Il faut doser la maîtrise et le fait de lâcher la maîtrise à un moment donné. Vous le ressentez en permanence dans votre travail, cet équilibre à trouver entre je domine mon texte et je le laisse vivre. Oui, c'est une sorte de dialogue un peu étrange, un peu schizophrène, où à la fois où il faut maîtriser et construire son texte. Voilà, c'est un travail. C'est pas j'allais dire même le flux de conscience, ou même l'écriture automatique des surréalistes n'était pas si automatique que ça. On le sait. Et puis ça, c'est une illusion totale de faire croire qu'il y a un lâcher prise. Mais malgré tout, on peut pas l'hypermaîtrise des textes.
il y a quand même une dimension, je dirais, poétique, même si c'est pareil, c'est un mot, c'est comme vérité, ça me fait un peu dresser le poil, parce que c'est toujours des grands mots comme ça. Mais il y a quand même ce besoin de... Moi, j'ai besoin de savoir de quoi un livre veut me parler. S'il s'agit d'écrire un livre... il y a beaucoup de gens qui écrivent des livres... ou qui font des films ou des pièces, ou ce qu'on veut. S'ils ont des choses à dire, alors ils font un objet dans lequel ils vont dire une chose. Ça, moi, ça m'est totalement étranger. C'est-à-dire que même si j'ai une vague idée de pourquoi j'écris un livre, pourquoi je le commence, mais c'est jamais... quand je dis j'ai une vague idée, non, c'est pas une idée, c'est une image, c'est une sensation, c'est... qu'est-ce qui m'emmène vers un livre, je ne sais pas, je tourne autour et puis à un moment je découvre au fur et à mesure que je l'écris, j'ai besoin de passer par l'écriture pour savoir de quoi ce livre va être fait, ce qu'il veut me dire. Moi c'est ça que je cherche, et ça oblige à ne pas être que dans la maîtrise, parce que la maîtrise, autant elle est nécessaire, autant à un moment la maîtrise elle va vous empêcher d'aller vers quelque chose d'inconnu. Et il faut qu'il y ait... Vous savez, on a une ère de la transparence, il faut que tout soit clair entre les uns et les autres. Et le roman, sur ça, c'est un art de l'opacité. Et c'est tant mieux. Il faut, chacun a le droit et a même, j'allais dire, presque un devoir de double, triple et quadruple vie. Et on doit être le seul à connaître le scénario de sa vie. Et je pense qu'un livre, c'est la même chose. C'est-à-dire, un livre, il est fait de strates. Vous écrivez une chose parce que vous pensez que c'est ça votre idée. Puis en fait, vous allez voir au détour d'une phrase, d'un seul coup, peut-être que ce livre il vous emmène un petit peu ailleurs. Alors après, c'est plus difficile pour en parler. Ça fait des livres sans doute plus complexes, mais la vie est faite de ça, de cette opacité, de cette... pour moi, ça c'est extrêmement important. Et moi, je suis toujours étonné quand j'arrive à la fin d'un livre. J'ai un peu la sensation que c'est pas trop raté quand je suis allé à des endroits que je connaissais pas, ou que je connaissais pas de moi, ou que je connaissais pas, en tout cas dans l'objectif que je m'étais fixé. Quand c'est toujours un peu plus monstrueux, ou un peu plus étrange, j'entends pour le coup une vibration, mais un peu différente de celle que j'avais prévue initialement. Ça, pour moi, ça c'est capital. Donc, et je sais qu'il y a un moment, ça je m'en étais rendu compte à partir de mon 4e ou 5e livre, ce moment où vous dites, ah bah tiens, un livre comme ça de 120, 130 pages, je peux faire un petit truc pas trop mal foutu ou moyennement foutu, mais enfin bon, mais ça va pas me mettre en danger, ça va pas m'empêcher de dormir, quoi. Ça va être sympa, je vais faire un truc sympa. Et alors ouais, les trucs sympas, les bras m'en tombent, vous voyez. L'idée de faire un livre sympa, moi, c'est pas possible, quoi. Et, je viens d'un village, il y avait l'auteur de ce village, il s'appelle René Boilève, c'est à Descartes, en Touraine. Il avait dit une phrase que j'entends depuis très longtemps. Il disait « Heureux, moi, j'aurais honte ». Et je l'aime beaucoup, celle-là. Et à chaque fois que j'écris un livre, j'y pense, parce que je suis toujours très heureux quand j'écris un livre. Et en même temps, j'essaie toujours quand même de retrouver un endroit plus inconfortable, pas pour être malheureux, parce que je n'ai pas de plaisir à l'être, mais je n'ai pas envie d'une satisfaction. La maîtrise, ça donne une grande satisfaction heureuse, comme ça, on a l'impression d'être le chef un peu, vous voyez, on est comme ça, on peut rouler des mécaniques, et on est très content, on se regarde dans sa glace, on se trouve beau et tout. C'est bien, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Ça, on le demande au quotidien de la vie, on essaie des satisfactions narcissiques, des trucs, bon, très bien, mais ça, c'est le petit cracra du quotidien, de la vie. Bon, dans un livre, il faut espérer que, et pour l'auteur, et j'espère aussi pour le lecteur, ce soit une expérience qui
qui nous pousse à aller vers quelque chose peut-être de moins confortable, mais de plus enrichissant, de plus nourrissant, et qui soit une rencontre plus... Mais donc ça demande un rapport à la maîtrise qui est un petit peu ambivalent, c'est-à-dire qu'il faut à la fois une extrême maîtrise, et puis il faut aussi savoir se débarrasser de cette maîtrise. Celui-ci, Histoire de la nuit, je crois qu'il a une genèse un peu particulière par rapport à d'autres romans, mais à quel moment, est-ce qu'il y a un moment dans l'écriture où vous avez su de quoi ce roman voulait vous parler? Alors, c'est un livre que j'avais écrit au départ pour faire au départ, c'était un scénario pour un moyen métrage et donc j'avais 30 pages à peu près. J'ai commencé le livre et donc dans ma tête, il y avait quand même vraiment l'idée de faire un thriller comme ça, mais avec quand même l'idée de me dire tiens, qu'est-ce que c'est un livre où serait la littérature là-dedans? Au-delà de ce qu'on en connaît en termes de fiction, qu'on connaît tous, qu'on a vu des centaines de fois. Et au fur et à mesure, j'avançais là-dedans, j'avançais. Quand je dis là-dedans, c'est vraiment parce que c'était la jungle, c'était une forêt pas possible. Je savais pas trop comment entrer finalement dans cette histoire. Et au bout d'un moment, je me dis ah tiens, c'est un livre qui parle de ça. Je me dis parce que quand même j'avais déjà fait, je sais pas, 200-300 pages, je me dis, on fait pas 200-300 pages comme ça uniquement pour s'amuser, parce que c'est pas que amusant au quotidien. Puis à un moment, je me dis, ah non, en fait, il y a quelque chose de plus important qui me fait écrire ce livre. Et ça va vers ça. Bon. Et j'avance encore, et puis à la toute fin, mais vraiment jusqu'au bout, jusqu'à la dernière page, d'un seul coup, je me retrouve en face de quelque chose, je me dis ah, la vraie raison, le vrai mot qui me fait écrire ce livre, il est là. Et jusqu'au vraiment la toute dernière page, je ne le sais pas. Et j'ai besoin de traverser tout le livre pour... Ça ne veut pas dire que les autres thèmes ne sont pas là, mais à chaque fois, on a l'impression, enfin en tout cas moi j'ai l'impression quand j'écris comme ça, à chaque fois j'ai l'impression que j'ai trouvé vraiment le nœud qui me fait écrire, le nœud secret qui me fait écrire ce livre. Et puis, en fait, on s'aperçoit qu'il y en a toujours un en dessous, en fait. Mais bon, chacun a ses propres tabous, ses propres peurs, ses propres névroses, tout ce qui fait qu'on tourne autour. On passe notre temps dans la vie à esquiver les coups, en fait, à esquiver tout ce qui nous fait mal, tout ce qui nous fait peur, on essaie de se tenir à peu près droit dans la vie, quoi. Et là, dans les livres, il faut accepter d'enlever les carapaces les unes après les autres pour essayer d'aller chercher quelque chose où on se met peut-être plus à nu. C'est pour ça que moi j'ai besoin de passer par la fiction. Je sais, parfois il y a des gens qui font le reproche, je dis oui, les romans, ça fait chier, il y a encore des gens qui font des romans, c'est ridicule de faire des romans, etc. Je dis bah oui, mais vous voyez, moi paradoxalement, pour toucher un sentiment de la vérité, j'ai besoin de passer par des personnages de fiction, parce que sinon c'est trop. Sinon, moi, je me sentirais brûlé au 3e degré, c'est pas possible, quoi. Donc pour n'être brûlé qu'au 2e degré, j'ai besoin de passer par des personnages de fiction qui me permettent d'entrer dans cette matière-là, sinon je pourrais pas. Et par exemple, Histoire de la nuit, c'est sans doute un de mes livres les plus romanesques, et c'est en même temps, pour moi, un de mes livres les plus autobiographiques et les plus... il y a plein de choses, des éléments de ma biographie, mais je vais dire, au-delà de ça, il y a quelque chose de plus autobiographique dans un sentiment, par exemple, lié à la peur. Mais pour moi, la peur est un sentiment... c'est quelque chose que je vis de manière intime et qui fait partie de moi. C'est pas un sentiment que j'éprouve. Je pense que ce sentiment me constitue. J'allais dire, je suis la peur. Je suis une partie de la peur. Et dans ce livre, je pense que j'ai commencé un petit peu à approcher ça, par exemple. Et j'ai besoin de passer par la fiction. J'ai besoin de tout ça pour pouvoir remettre ça à vif.
Et donc, c'est évidemment, pour reprendre cette question de la maîtrise, moi j'ai besoin à la fois de maîtriser comment je vais construire ma maison, mais une fois que je suis dans la maison, par contre, là, il faut que je puisse accueillir la sauvagerie de ce qu'il y a à dire. Et pour l'accueillir, par contre, il faut que les murs soient solides. Oui. Histoire de la nuit, pour les personnes qui ne l'auraient pas lu, pas encore lu. Effectivement, c'est un thriller, un huis clos, qui met en scène quelques personnages et une intrusion dans la vie apparemment tranquille des personnages. C'est un thriller dont toutes les personnes qui l'ont lu ont été frappées par la forme, j'allais dire par la matière. C'est un thriller, je dirais pas qu'il est lent, mais il y a quelque chose de ça. C'est un thriller décomposé, où c'est comme si c'était un film, c'est comme si chaque image, comme si on avait toutes les images et non pas 24 images, je ne sais pas combien d'images secondes, mais si on avait 3 secondes devant chacune des images décomposées. C'est un thriller très lent, dont du coup le temps devient presque le motif principal. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai qu'en fait, au départ, comme j'avais 30 pages de scénario, et je me suis dit, pour déconstruire l'aspect justement seulement fictionnel, narratif, comme ça, d'histoire qu'on connaît, je me dis, qu'est-ce qui se passerait en vrai? Dans la réalité, il se passerait quoi? Je sais pas, vous êtes pris en otage chez vous. Vous voyez ça au cinéma, même si c'est un petit peu angoissant, vous savez que il n'y a qu'1 heure et demie à tenir, quoi. Alors que dans la vérité, dans la vraie vie, si des gens débarquent chez vous, vous ne savez pas quand ils vont repartir. Et ça fait une nuance qui est quand même appréciable. Donc moi, j'étais là, je me disais, mais il faut que je restitue ça. Ce rapport à la... Et puis, quelqu'un vient chez vous, même sans prise d'otage, d'ailleurs, même sans aller jusqu'à des choses extrêmes comme ça, vous vous retrouvez dans ces situations, mais ça, c'est une chose que tout le monde a connue, voir des gens un petit peu étranges, qui ont des comportements un petit peu... Le moindre geste vous paraît extraordinaire. Et donc, ce que je voulais faire, c'était, je me dis, tiens, quelqu'un qui met sa main dans sa poche, ça doit être un événement. Tout doit être un événement. Et donc, j'ai essayé d'écrire le livre en essayant de faire événement de tout, y compris des choses un peu minuscules. Et alors, ça donne un effet très curieux, parce qu'effectivement, on peut dire que c'est un thriller lent, mais c'est un thriller lent qui se lit rapidement. Alors, on peut le lire lentement. Il y a des gens qui ont préféré. C'était drôle d'ailleurs, parce que je n'ai jamais vécu cette expérience-là. C'est la première fois que je vis ça. Très souvent, dans les lecteurs, les gens me disaient soit je l'ai lu en 2 jours, soit au contraire, je l'ai lu en 2 mois, mais parce que je m'arrêtais, parce que j'avais besoin que ce soit lent. Et alors ça fait un objet peut-être un peu curieux, effectivement, dans sa forme, mais pour moi, j'avais vraiment besoin Oui, il y a des scènes, je pense qu'on pourrait presque les dire au ralenti, mais en même temps, c'est un livre qui est qui est curieusement court. C'est mon plus long, mais il fait plus de 600 pages, mais curieusement, il est pour moi hyper tendu et court, parce qu'il était beaucoup plus long au départ, et je l'ai vraiment resserré sans enlever une scène, mais vraiment en travaillant la phrase pour que ça soit le plus... être dans cet état où on est à la fois extrêmement tendu, toujours aux aguets en fait. Et je veux que le lecteur, et parce que les personnages le sont, que tout soit comme ça, dans une espèce d'hyper-réalisme presque de tension, où on est comme ça tendu tout le temps. Donc les choses prennent leur temps, mais c'est une chose justement je trouve que c'est un art que le roman peut encore déployer. Peut-être il est le seul aujourd'hui à pouvoir se payer ce luxe de prendre son temps, justement. Au cinéma, c'est compliqué. Dans la vie, on ne peut pas. Donc, simplement, vous savez, un livre, vous pouvez le lire, ça se lit en plusieurs fois. Donc, ça a une plasticité énorme. Donc, on a sur ça une capacité à restituer des expériences qui, aujourd'hui, deviennent un petit peu rares. Et pour moi... oui, que ce soit un des enjeux de la littérature et du roman aujourd'hui, ça me paraît
En tout cas, c'est un des lieux possibles du roman, et c'est un des lieux où il a absolument zéro concurrence. Personne ne peut se donner, aucun art aujourd'hui peut se donner ce luxe-là d'aller chercher dans la plasticité du temps et de la durée, parce que ce sont deux choses différentes. Travailler la durée, travailler l'épaisseur du temps, c'est-à-dire travailler l'épaisseur du temps dans le sens de la durée, faire qu'une chose qui dure 30 secondes puisse s'étaler sur 30 pages, comme une chose qui va, au contraire, va durer, je sais pas, 1 heure, va être réduite à quelques lignes. Mais il y a aussi une capacité, vous pouvez simplement, dans un échange de regards, faire par des monologues intérieurs, par toute une succession pour le coup, de maîtrise technique, là, de questions techniques, faire entrer un monde d'un seul coup tout le passé d'une personne, parce qu'il s'agit de ça aussi, il s'agit de déplier sur l'espace d'une soirée, de déplier l'histoire qui mène des gens à ce moment précis. Et ça, moi, il y a une jouissance là-dedans qui est extraordinaire, quoi. J'espère pour le lecteur aussi, mais elle l'est déjà pour moi, parce que d'un seul coup, je découvre au fur et à mesure, j'entre avec des personnages qui sont au début que des silhouettes, qui deviennent des personnages un peu stéréotypés, et puis toujours avec ces questions de stéréotypes, ce qu'on peut faire aussi dans des rencontres dans la vie, comment d'un seul coup, vous allez creuser, puis d'un seul coup, voir que derrière, il y a ça, et derrière, il y a ça. Tout un monde qui s'ouvre, que moi je découvre en écrivant et qui ont des conséquences totalement là au moment où le roman se joue, quoi. Et vous disiez que vous vouliez déconstruire un peu ce genre du thriller, mais pourquoi ? Non, mais parce qu'en fait, moi au départ, quand c'est un truc pour un petit film, ok, très bien, mais le problème c'est qu'il faut y croire un minimum, quoi. Et aujourd'hui, tout dans la vie ressemble ou pas tout, mais en tout cas beaucoup de choses, on a l'impression que tout est un peu un truc déjà joué, déjà que le rapport à la sincérité et la vérité, je sais pas, mais en tout cas on peut parler de la sincérité plus facilement. Même ce qu'on vit sincèrement, on n'est pas sûr de le vivre sans le copier sur quelque chose qu'on a déjà vu ou entendu. Mais c'est pas une idée neuve, hein. Tolstoï parle de ça avec Anna Karénine, où en gros, je ne sais plus à quel endroit, où il dit dans le livre qu'il suffirait qu'elle ait jamais lu de roman d'amour pour que l'idée de tomber amoureuse lui vienne même pas, en fait, quoi. Et on a ça un petit peu avec Bovary aussi, quoi. Et ce chemin-là, cette idée-là, qui est quand même vieille dans le roman, dans l'art du roman, a aujourd'hui pris dans nos vies une connotation. On a tous l'impression quand même de passer notre temps à jouer des identités, à jouer des rôles, à jouer et quand vous êtes avec des personnages, vous savez très bien que vous faites une femme, est-ce que c'est une mère, est-ce que c'est une amante, est-ce que c'est une épouse, vous voyez, et pourtant vous parlez de la même femme. Donc comment vous allez trouver qui elle est, cette femme, puisqu'elle est tous ces masques-là, ils sont vrais, et en même temps elle n'est pas réductible à aucun de ces masques. Donc moi, mon travail dans un roman comme ça, pour moi, c'est de se dire, il faut prendre ces fictions hyper convenues pour essayer d'aller voir si derrière la notion de personnage, il peut y avoir une personne. Donc l'idée de déconstruire, c'est pas pour déconstruire comme on pouvait déconstruire à l'époque du nouveau roman, ou c'est pas tant pour ça, c'est plutôt pour essayer de traverser le cliché pour aller voir si derrière les lieux communs, pour voir s'il y a quelqu'un derrière, en fait, s'il y a un peu d'humanité partageable, si derrière les lieux communs, il y a des lieux en commun, des lieux qu'on peut partager en commun. Donc c'est un chemin comme ça, moi, mais c'est une expérience qu'on a tous faite, et je pense qu'au XXIe siècle, au XXIe siècle, ça s'est quand même vraiment précipité depuis les tours de 2001, où on était là, où tout le monde a dit, on l'a dit et redit, mais on a l'impression d'être au cinéma, c'est un film, etc. C'est-à-dire que il y a
ça a toujours été plus ou moins vrai, mais là, on l'a vu avec le Covid, quand on se promenait dans les rues désertes du premier confinement, on se disait, on a l'impression d'être dans un mauvais film de science-fiction. C'est-à-dire qu'à un moment, le réel commence à exister quand il commence à ressembler à une fiction. Donc pour un romancier, c'est quelque chose de très troublant. Et alors moi, du coup, je me dis, c'est même pas la peine d'essayer de lutter contre la fiction. Il faut mieux partir de quelque chose qui est très fictionnel, et puis essayer de voir si derrière tout ça, d'essayer d'aller. Alors c'est un paradoxe, c'est qu'il faut passer par la fiction pour aller chercher des êtres. Une fois encore, je ne sais pas si c'est du réel, réalité, etc., et vérité des êtres, mais en tout cas pour aller chercher quelque chose qui traverse cette couche un petit peu gélatineuse, comme ça, un peu fausse, un peu de fiction. Mais je crois qu'il faut passer par ça. En tout cas, moi, j'ai besoin de passer par ça. C'est plus ça que déconstruire, parce que déconstruire, c'est vrai que tout de suite, on pense vraiment à ce que le XXe siècle a fait avec l'art du roman, vraiment à tout ce que la modernité a pu faire. Alors, je veux dire, je ne dis pas que ce n'est plus à faire, mais c'est peut-être un peu sur un autre plan, en fait. Mais est-ce que c'est quand même quelque chose qui, en tant qu'écrivain qui écrit en 2020, est-ce que c'est forcément quand même quelque chose qu'il faut prendre en compte, je veux dire, ces réflexions sur la forme, les travaux et les livres antérieurs, les livres que vous avez pu lire en tant que lecteur. Ah bah bien sûr. Ouais. On ne peut pas écrire en 2020 comme on écrivait en 1880 ou en 1950. Est-ce qu'il y a... Non, oui, bien sûr. Ouais. Pour moi, ça c'est important, évidemment. Ouais. Après, j'ai envie de dire, chaque époque, de toute façon, trouve... même si on voulait écrire... il y a des choses qu'on ne perçoit plus de la même manière. Par exemple, moi, j'ai beaucoup de mal avec le passé simple. C'est-à-dire que c'est un temps que je ne peux pas utiliser sans avoir un petit sourire un petit peu... Je me dis, oh, non, quand même. Vous voyez, alors je me dis, évidemment, il y a un siècle, ou même il y a 50 ans, ça posait sans doute... et encore, je veux dire, sur les personnes au singulier, c'est pas gênant parce que c'est un truc qui peut encore être d'usage. Voilà, le nous, c'est plus compliqué, quoi. Il y a des choses comme ça qui, je pense, des sensibilités, pour le coup, des vibrations, une fois encore, qui changent selon les époques. Et puis, on est quand même comptable d'une histoire. Il y a une histoire de la littérature. Après, on peut lui tourner le dos plus ou moins. On peut écrire, si on a envie d'écrire des vers. Après tout est possible, mais malgré tout, c'est quand même, voilà, je pense qu'il y a quand même, il y a une histoire littéraire, on ne peut pas en faire totalement abstraction, et la question, c'est d'écrire à partir de là. Il ne s'agit pas de rester scotché sur des postures idéologiques d'une époque ou d'une autre, plutôt la question de, voilà, qu'est-ce qu'on fait nous maintenant. Moi, je sais que dans mon parcours, il y a des écrivains comme Thomas Bernhard, par exemple, qui... après les avant-gardes, après des choses qui ont beaucoup déconstruit le roman, il y a des gens qui ont rendu ça possible de manière différente. Puis dans d'autres pays, par exemple, ça a été vécu différemment, aussi bien aux États-Unis que, par exemple, je pense, chez les Espagnols. Et moi, quand je lis des gens comme Muñoz Molina, par exemple, c'est des gens qui me donnent totalement envie de faire du roman aujourd'hui. Et j'ai envie de dire... alors que je sais que leur littérature est quand même traversée par Claude Simon, par le XXe siècle et par ses expériences. Et il ne s'agit pas de... Moi, je pose pas... Par exemple, je n'ai jamais opposé, par exemple, moi, je peux aimer des trucs qui se détestent entre eux. Alors, des fois, je comprends pourquoi ils se détestent, mais en même temps, je me dis, ouais, mais en même temps, c'est pas mal quand même, ça. Vous voyez, moi, je me souviens quand j'ai découvert Mauriac bien après avoir lu le nouveau roman, et quand j'ai découvert Mauriac, je me dis, ouais, c'est pas mal quand même. C'est pas si mal. Non, c'est pas si mal. Je me dis, ouais, c'est un peu bourgeois quand même, mais c'est pas mal quand même, et tout ça. Et je me disais, mais quand même, quelqu'un qui écrirait des romans comme ça, peut-être avec une écriture, moi, qui me conviendrait mieux, plus ample, ou un peu plus sauvage, ou un peu plus...
Je me dis, voilà, j'ai l'impression que les choses peuvent se rencontrer, qu'elles sont pas. Et nous, je pense qu'on est dans une génération et à une époque où on peut hybrider des formes qui a priori étaient contradictoires et opposées il y a encore pas si longtemps. Et alors, je sais que c'est des oppositions qui restent dans l'esprit des uns et des autres, parfois encore de manière très marquée, mais moi, je sais pas. Il y a des choses qui avaient leur raison d'être au XXe siècle. Parce qu'elles avaient chacune leur histoire, etc. Aujourd'hui, je trouve que 2020, enfin, pour un romancier, c'est une époque qui n'est pas si inconfortable que ça, je crois pas. C'est une époque qui est où on a beaucoup de liberté, finalement. Oui, mais ça, par exemple, je sais que ça existe. Moi, quand j'étais jeune, j'étais étudiant en Beaux-Arts. Je peux vous dire que dans les années 80, la peinture, c'était pas possible, ou c'était très compliqué, ou alors il fallait le faire sur un mode un peu figuration libre, un petit peu BD ironique, etc. Aujourd'hui, vous pouvez aussi bien être un artiste conceptuel qu'un peintre, c'est possible. J'ai l'impression que, et c'est pas seulement des questions de fin et d'idéologie, etc. C'est qu'il y a quelque chose où on se dit que finalement, il peut y avoir des formes qui cohabitent et de manière un petit peu plus étrange et plus riche que ça. Et j'ai l'impression, voilà, qu'aujourd'hui, il y a peut-être moins d'interdits ou de tabous. Et pour moi, par exemple, le dernier tabou, pour la littérature, c'était le roman. Moi, je viens vraiment d'un truc d'avant-garde, etc. Faire un roman, moi, j'ai mis des années à m'interdire d'écrire parce que le roman n'était pas possible. D'ailleurs, vous êtes aux éditions de Minuit, qui était un endroit où effectivement des auteurs comme Echenoz ont essayé de se réapproprier le roman d'une certaine manière, ou pas premier, enfin je sais pas comment dire, avec ironie, ont essayé de réinventer une possibilité d'être romancier. Ouais, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y avait une espèce de sensation qu'il y avait quelque chose qui était peut-être un peu bouché du côté des avant-gardes, qui était peut-être justement dans la destruction des formes un peu héritées du 19e et tout ça. Et puis des gens comme Echenoz, effectivement, ils se sont dit, tiens, en passant par le genre, en réinvestissant la question du genre avec des modes, par exemple l'ironie ou une espèce de distanciation comme ça, ou d'autres, au contraire, en réinjectant complètement du réel, du contemporain, je pense à François Bond, ou de la science-fiction par Volodine, ou des gens comme ça finalement, et ils ne sont pas revenus au roman. C'est-à-dire qu'ils ont réinterrogé le roman par d'autres biais. C'est-à-dire que c'est pas du tout un reniement ou un renoncement à ce qu'avait été le XXe siècle. C'est plutôt une façon de dire, tiens, comment après on continue encore cette histoire-là. C'est une façon de reprendre encore, d'avancer toujours, en fait. Et donc moi, ça, c'est des questions qui font partie aussi des questions que je me pose. Mais c'est curieux parce que, par exemple, au cinéma, ça a toujours été un petit peu moins gênant qu'en littérature. Par exemple, Godard, il peut dire que Douglas Sirk, c'est magnifique. Il peut écrire ça. Dès les années 50, il peut dire ça. Alors qu'on ne peut pas suspecter Godard d'être un cinéaste très mélo. Comme je ne crois pas. Et pourtant, il peut dire ça de Douglas Sirk, qui est quand même le roi du mélo, quoi. Et j'ai l'impression qu'en littérature, c'est plus compliqué, cette question-là. Et donc, moi, ça fait partie des choses, ne pas m'interdire l'émotion, aller au contraire au bout, accompagner les choses, parce que c'est des choses qui m'ont manqué aussi, moi, en tant que lecteur. En tant que lecteur ? Ouais. Le nombre de fois, je me suis dit, sur des textes très avant-gardistes, je me dis, ah, mais si on y allait et puis pour le coup d'aller voir un Douglas Sirk en cachette. Non, je pense que les choses peuvent cohabiter totalement. Ouais. Le temps passe extrêmement vite, un peu comme dans un thriller de Laurent Mauvignier. Et il est temps pour vous, si vous le souhaitez, de prendre la parole, de poser vos questions à Laurent. Bonjour Monsieur Mauvignier. Tout à l'heure, vous disiez qu'à la pensée d'écrire quelque chose de sympa, les bras vous en tombent. Alors je vous rassure, c'est vrai, c'est pas sympa ce que vous écrivez. Je vous ai découvert, rencontré en quelque sorte
avec des hommes que j'ai trouvé absolument formidables. Et donc après, j'ai lu tout. J'ai pas lu les avant les hommes. Alors voilà, il faut peut-être que je le fasse, mais voilà. Et donc j'ai lu ensuite, bien sûr, ce que j'appelle Oubli, Continuer, et puis bien sûr Histoire de la nuit, sur lequel je vais revenir. Et donc il y a eu une période où, après avoir lu des hommes, si des amis ou des connaissances me disaient qu'est-ce qu'il faut lire, je dis il faut lire Mauvigné et Schnoz. Bon, voilà. Alors, je n'ai pas encore vu le film de Lucas Bellevaux. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, ça sera intéressant peut-être que vous nous disiez si vous êtes heureux que ce livre ait été porté au cinéma. Alors, quand j'ai lu Les Histoires de la nuit, c'est peut-être celui de vous que j'aime le moins, parce qu'il est pour moi trop long. Et puis, en même temps que je le lisais, il y avait une de mes amies aussi qui le lisait. Elle avait peur, alors elle ne le lisait pas le soir. Alors, bon. Ouais. Et donc, elle m'appelait, elle me disant j'ai arrêté de lire, je peux plus, etc. Bon. Et très curieusement, moi, ça ne m'a pas fait peur. Alors, peut-être que, je sais pas, je suis pas normale, enfin bref, non mais bon, je plaisante. En revanche, ce qui m'a beaucoup intéressée, c'est la façon dont vous parlez de cette campagne, je ne sais pas comment qualifier, il y a une misère, une espèce de misère culturelle, intellectuelle, je ne sais pas comment il faut appeler ça, et cette atmosphère-là, en revanche, ça m'a beaucoup intéressée. Et en même temps, ça m'a fait penser à le film Autopsie d'un meurtre de Preminger, où il y a ces garçons-là qui arrivent et ils ne sont pas méchants au départ, hein, mais tout de suite, on sent que ça va mal tourner, quoi. Donc là, il y a aussi là quelque chose de cet ordre-là, je trouve, dans Histoire de la nuit. On va peut-être demander à Laurent de réagir à je peux dire peut-être encore une chose, parce que là, j'arrête, parce que c'est bon, là. Et après, récemment, quand Florence Aubenas a sorti l'histoire de l'inconnu de la Poste, je trouve qu'il y a quelque chose, il y a un rapprochement, pour moi en tout cas, entre le milieu qu'elle décrit, de ce village, pas des édiles, pas du maire, pas etc. Mais je veux dire toute cette humanité qui passe presque invisible, j'allais dire. Et là, je trouve que dans votre livre, il y a quelque chose qui rejoint ce que décrit Aubenas dans son bouquin. Laurent, merci. Merci. Alors, je vais essayer de... bon, sympa, ça c'est le truc sympa, c'est réglé. Non, après moi j'aime bien. Il y a des gens qui font des livres très sympas, qui sont sympas, et je suis pas contre non plus. Hein, je veux pas. C'est une fois encore, c'est pas une vision. J'ai pas une vision de ça. Je parle pour moi, pour ce qui est mon expérience moi d'écriture. Après, je suis très heureux quand il m'arrive de lire des livres que je trouve sympas, et c'est sympa, et c'est très bien aussi. Il ne s'agit pas d'être dogmatique non plus là-dessus. Sur le film de Lucas Bellevaux, mais comme sur la question des adaptations générales, moi je suis plutôt pour les adaptations. Je veux dire, d'une certaine manière, je considère que chaque lecteur, lectrice se fait son film en lisant un livre, et quand il est cinéaste, parfois il a l'envie de lui prendre, de donner sa vision de ce qu'il a eu. Donc moi, ça me pose pas de problème. Ça me va très bien. Après, alors parfois c'est curieux parce que les gens me demandent, mais alors comment ça se passe ton film? Mais ce n'est pas mon film, c'est bien celui du Lucas Bellevaux. Il faut lui rendre ce qui lui appartient, parce qu'il a beaucoup travaillé. En tout cas, il a été formidable de A à Z, je tiens à le dire, parce que il m'envoyait des images du film. Il a été très 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 présent dans sa voilà, il me tenait au courant de l'évolution des choses, et en même temps, à chaque fois, il cherchait ses solutions. Il n'était pas du tout
moi, j'ai pas du tout participé, il n'était pas du tout question de ça, mais en tout cas, il m'a invité sur le tournage, etc. Et voilà, c'était ça, je lui en suis très reconnaissant. Après, évidemment, pour un auteur, c'est toujours un peu compliqué de regarder l'adaptation d'un. Je ne sais pas si je suis la meilleure personne pour en parler. Je sais juste que je trouve qu'il a fait quelque chose de tout à fait touchant, je crois. Et par exemple, sur les. Vous savez, j'ai lu quelque part qu'il était trop fidèle au livre. Là où c'est pas tout à fait vrai, c'est que pour moi, il a trouvé un équivalent en cinéma. C'est-à-dire le livre, il est structuré. C'est une journée qui est décomposée soir, nuit, etc. Après-midi, soir, nuit et matin. Il n'a pas fait comme ça, il l'a un petit peu composé autrement par rapport au flashback, et ce qu'il fait, moi je trouve, d'un point de vue narratif, vachement intéressant et très difficile, quoi. Et donc voilà, ça, pour ça. Après, alors sur la question par exemple de la peur dans l'histoire de la nuit, c'est très curieux parce que moi en l'écrivant, j'avais pas peur non plus, et je me disais, pour moi, il était évident que personne n'aurait peur en fait en le lisant, parce que c'était pas tant que ça mon sujet. Ma façon, c'était de décortiquer les choses, mais plus de décortiquer presque des questions de mouvement. Je presque pensais plus en chorégraphie alors il se trouve que depuis je me suis aperçu qu'effectivement plein de gens avaient peur en fait, et ce qui me fait très plaisir dans le sens où je m'aperçois que les gens adorent croire en la fiction, donc pour un romancier c'est quand même ça fait extrêmement plaisir. Sur la question de la durée, du fait que le livre soit long ou pas long, pour moi c'est la version courte, puisque la version que j'avais à moi était beaucoup plus longue, elle faisait plus de 1000 pages, donc je peux vous dire que je vous ai épargné quand même bien des malheurs. Après je me dis, moi sur la durée des livres, moi les livres, j'aime quand les livres sont longs, moi, donc j'aime beaucoup ça, donc ça me pose pas de problème, mais je peux très bien comprendre que ce soit pas le cas pour tout le monde. Mais c'est un livre dont je sais justement, pour que je puisse parler aussi de son ambiance liée à la ruralité, j'avais aussi besoin, pour aller creuser dans chaque personnage, j'avais besoin de tout ce temps. Moi, je sentais vraiment, plus le livre avançait, parce qu'au début, je ne savais pas du tout combien ça allait faire de pages pour le coup. Mais plus j'avançais, plus je voyais que c'était un livre qui s'étalait de manière très horizontale, comme ça, qui avait besoin, je dis, allons-y, quoi. Vous savez, c'est des livres qui commandent un moment sur des trucs, pouvez vous dire, parce que je veux dire, par exemple, vous savez, plus j'avançais, quand j'ai dépassé les 500 pages, je dis, le Goncourt c'est mort, 600 pages, le féminin c'est foutu, etc. C'est pas grave, c'est la vie. Vous dites juste, mon livre, il est là, il est comme ça, il me demande ça, il veut aller là, il va là, et puis c'est comme ça. Et puis voilà, les choses se font. Mais c'est curieux, parce qu'il y avait des moments, par exemple, sur il y a des gens, par exemple, qui disent, oui, le début est beaucoup trop long, c'est pas assez thriller, le début, ça parle trop de la campagne. Mais moi, ce thriller, tout va ensemble. Si j'ai pas ça, j'ai pas ça. Et si j'enlève toute la partie où on voit Bergogne, qui nous parle de sa jeunesse, si on comprend pas toute la jeunesse de Bergogne, si on comprend pas ce que c'est que cette vie à la campagne, on ne peut pas comprendre s'il ne va pas voir cette prostituée. On ne peut pas comprendre que le dominé d'un moment peut être un dominant à un autre. Il faut que tout ça vive ensemble. Et pour moi, ça c'est extrêmement important. Tout se tient. Je suis sur un pied, et si je n'ai pas l'autre, je vais tomber. Et moi, il faut que j'ai tout ça. Alors des fois, c'est vrai que j'ai bien vu à un moment que ça devenait monstrueux, cette affaire-là. Et après, rien. Et voilà. Et après, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez je me dis, c'est pas très grave, hein. Mais voilà, mais c'est une chose curieuse pour l'auteur autant que pour les lecteurs à ce moment-là, de se dire, tiens, de quoi parle ce livre? Est-ce que c'est un thriller? C'est vrai qu'on dit thriller un petit peu comme ça quand on en parle, parce qu'il faut bien trouver des mots pour en parler. Mais évidemment que ce livre, si j'avais voulu faire un thriller efficace, j'aurais pu le torcher en 200 pages, hein. Je peux couper dedans. Mais évidemment que ce n'est pas ça. Il ne parle pas de ça, bien sûr. Est-ce qu'il y a une autre question, intervention?
Bonjour et merci beaucoup. Moi, je voudrais savoir s'il y a une bande-son qui accompagne votre écriture ou l'histoire de la nuit en particulier. À part France Gall. Est-ce qu'il y avait une bande-son pour Histoire de la nuit? Franchement, je ne sais plus. À vrai dire, je ne sais plus. Non, c'est curieux, je ne sais plus. Oui, mais il y avait vraiment France Gall, mais France Gall comme on l'entend, comme on pourrait l'entendre à la radio en voiture. Et je pense que je l'entendais en voiture. Donc c'est pour ça que j'ai eu besoin de cette petite scène. Par contre, il n'y avait pas vraiment une bande son, mais j'ai fait un truc que je n'ai jamais fait avant. Alors c'est lié à une bande son, c'est pour ça que je vous dis ça. Il y a une scène de film, d'un film d'André de Tos qui s'appelle La chevauchée des bannis, qui est un western, qui est une espèce de western dreierien absolument génial, qui est un film assez méconnu, et vraiment je vous invite à voir ce film qui est extraordinaire. C'est un village entier qui est pris en otage par des échappés d'une prison, je ne sais quoi. Et il y a une scène dans laquelle ils vont faire danser des femmes dans le saloon. Toutes les femmes du village, alors que, évidemment, en leur forçant très, très largement la main. Et donc, il y avait et là, on entend le piano mécanique, etc. Et c'est la première fois que cette image-là m'obsédait beaucoup. Et c'est la première fois que je me suis presque obligé à reprendre une scène que j'avais vue quelque part en me disant je veux qu'il y ait une scène comme ça. Je veux qu'il y ait cette scène-là, une reprise de cette scène-là. D'habitude, je ne fais jamais ça parce que si ça se fait de manière plus inconsciente, plus des réminiscences comme ça qui traversent. On peut dire tiens, ça vient de là, ça vient de là, mais de manière plus naturellement. Là, c'était vraiment très volontaire. Là, je me suis dit, je veux qu'il y ait cette scène de la chevauchée des bannis à l'intérieur de mon livre. Et là, c'était une espèce de bande-son de saloon, en fait. Donc, voilà, il y avait ça, il y avait ça. Et puis, sinon, je vous dis, il y avait mais il y avait un peu l'ambiance karaoké. Ça, c'était présent. Alors, à un moment, je me suis dit, je vais faire je voyais pas trop comment placer une scène de karaoké de Marion avec ses copines et tout ça. Puisque déjà le livre était déjà prenait un peu de place, donc j'ai dit non, celle-là je vais l'épargner quand même, mais j'avais envie, ça sera pour une autre fois, le karaoké. On a le temps pour une toute dernière question. Bonjour. Oui, pardon, excusez-moi. Je tenais d'abord à vous remercier infiniment pour votre livre qui est bouleversant et parfait. C'est l'enfant prodige de Proust et de Truman Capote. Voilà. Un vrai chef-d'œuvre, le plus de vie. D'abord, merci beaucoup. Vous avez insisté sur que lecture de la nuit avait été un long processus et souvent sur finalement l'écrit. Je m'interrogeais sur votre éditeur dans la mise au point de votre manuscrit. Est-ce qu'il est très du bâti ou est-ce qu'il finalement valide chaque virgule sans jamais Non, c'est à son genre. Non, mon éditeur, qui c'est une femme, une Sirendon. Ça dépend des livres. Hein. Pour celui-ci envoyé, le livre était quand même un petit peu plus gros que ce qu'il est maintenant. Il n'avait plus la forme qu'il avait eue là, tout au début. On était passé de 1000 pages à, je sais pas, 7 peut-être. Enlevé tant que ça, mais j'ai enlevé 7. Et ça a été vraiment du dessinateur en fait. Et comme à chaque fois, elle me fait ses suggestions, puis je lui demande de les faire. Je suis plutôt demandeur de ça. Ils sont toujours très soit liés à des répétitions, beaucoup de répétitions parfois. Ça, c'est le problème quand on est un peu optionnel, c'est que parfois on dit trois ou que c'est la même scène, des angles un peu différents. Alors là, bon, peut-être que c'est bon, on a compris. Peut-être que des choses comme ça, ça n'a pas été beaucoup plus là, mais ça a été comme à chaque fois essentiel, parce que plus on resserre, plus le livre dégage vraiment, j'allais dire, son véritable parfum en fait. Donc un travail. Mais c'est vrai que pour ce livre-là, je crois qu'on a fait qu'un ou deux allers-retours. Non, je tiens par contre à souligner aussi beaucoup Emmanuel chez Mimi qui travaille aux corrections, qui a fait un travail beaucoup plus important que travail correcteur, parce que j'avais laissé passer quelques petits trucs, par exemple dans Continuer.
Deuxième lettre d'insulte, il y a un moment, on se fait un petit peu se dire. Non, par exemple, je dois continuer, par exemple, page 24, il y a un match de foot, le gamin, il va voir un match de foot, et il se trouve, je sais pas, moi j'avais écrit ça comme ça, genre j'y connais rien, alors j'avais dit, je sais pas, que les Bordelais perdaient contre Marseille. Je peux vous dire, qu'est-ce que j'avais pas dit là J'ai plein de lettres d'insultes, mais Bordeaux n'a jamais perdu contre Marseille, etc. Donc très, très vigilant. Et là, avec ce livre-là, j'ai été une paranoïa exemplaire. Et Emmanuel a été extraordinaire dans la lecture qu'il a pu faire. Alors, il avait beaucoup aimé le livre, donc il a été très généreux. Vous savez, c'est un truc tout bête, mais 2 jours avant de rendre les dernières épreuves, par exemple, à la fin du livre, et on voit Marion comme ça qui ouvre le fusil, sauf qu'elle l'avait ouvert 2 pages avant, par exemple. Et vous passez tellement de temps à revenir, il y a plein de détails et des choses totalement insignifiantes. Mais par exemple, j'ai reçu des lettres, par exemple, de gens qui disaient « mais les vaches, les vaches ». Vous voyez, les gens sont très comme ça. Mais sauf que là, j'avais prévu le coup, je peux répondre à la page près, à la virgule près, pour dire les vaches. Parce qu'effectivement, si les vaches étaient dans l'étable à côté, on devrait les entendre gueuler le soir, puisqu'il n'a pas le temps de les nourrir. Donc c'est pour ça qu'elles sont plus loin, elles peuvent gueuler tant qu'elles veulent, on ne les entend pas. Mais vous voyez, c'est plein de choses comme ça. Alors, Irène Lindon, elle m'a aidé sur des trucs comme ça, mais là, je dois surtout dire que c'est Emmanuel qui a fait en partie ce travail-là, et donc, qui est vraiment plus un travail presque de script que de correction. Et moi, c'est vrai que j'étais tellement sur la partie de maîtrise technique, sur la phrase, sur les questions de conjugaison, parce que effectivement, les phrases très longues, ça compliqué, techniquement. Surtout quand elles embrassent plusieurs périodes en même temps. Mais il faut être très vigilant aussi sur ce côté-là, et parfois des regards extérieurs, c'est vachement utile, quoi, ouais. Merci infiniment, Laurent Mauvigné. Merci. Merci beaucoup à vous. Et les spectateurs qui le se retrouvent dans le théâtre, vous allez signer. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci.